Salut à toutes et à tous, comme vous pouvez vous en rendre compte, aujourd'hui nous allons faire une émission sur Art Spiegelman et son célèbre Maus. Non, on va pas parler de Maus. On fait pas une émission sur Art Spiegelman ? Si, mais on fait pas sur Maus. Il a pas fait que ça dans sa carrière. Ah bon. Tant pour moi. Art Spiegelman est l'unique auteur de bande dessinée à se voir décerner le célèbre prix Pulitzer pour Maus en 1992 dans la catégorie prix spéciaux et citations. Plus de 26 ans plus tard, de son propre aveu, Art Spiegelman aura toujours l'ombre d'une souris de 200 kilos derrière lui, quoi qu'il fasse. L'ensemble d'une œuvre, d'une vie, à jamais dans l'ombre de ses 292 planches et quelques 1500 cases en noir et blanc. Bas les masques de chats et de souris, laissez-nous vous présenter un autre Art Spiegelman, accompagné de son épouse et collaboratrice de la première heure, Françoise Mouly. Car comme toutes les belles histoires, cela commença par une rencontre, retour en 1975. Quand j'ai rencontré Art socialement, je n'étais pas spécialement impressionnée. À l'époque, j'étais très jeune, j'avais rencontré chez d'autres gens et je comprenais rien de ce qu'il disait parce qu'il parlait tellement vite. Peu de temps après, j'étais en train de chercher des bandes dessinées parce que justement je voulais faire des progrès en anglais et j'ai lu l'histoire qu'il avait faite sur le suicide de sa mère, Prisoner on Hell Planet. Et c'est là que je suis tombée sous la coupe d'un truc qui pour moi était absolument révolutionnaire, qui était bouleversant dans son impact émotionnel. On ne peut plus intime, mais se passait en public parce que c'était publié, c'était écrit, c'était imprimé. J'étais tellement fascinée parce qu'il arrivait à communiquer et à dire sur lui-même que j'ai fait un truc que je faisais jamais à l'époque, qui était de téléphoner. Et lui, très gentiment, très calmement, très posément, a répondu à toutes les questions que je lui posais. Cette conversation a continué et je n'arrêtais pas de lui poser des questions et il me montrait, avec une patience infinie, toutes les choses qui le passionnaient. Et j'ai découvert, à travers lui, sa passion et la possibilité de ce médium. Mais c'était incroyable. Et il n'y avait personne d'autre qui semblait être au courant. We had mutual friends. Some of them were interested in comics, but most not. So the idea that somebody was just really interested and always asking more, it was very flattering for me, especially someone who was as beautiful as Françoise. It was in a vacuum, you know, it was not something that was written about, thought about very much. And for me, comics were clearly not only a medium as rich as cinema, as poetry, as literature, as painting, but very underappreciated. And so when we joined forces, it became a kind of folie à deux to present it to the world so they could understand what was possible in this arena. And this became more and more apparent as a kind of mission. It's what led me to want to lecture about comics, for example, and talk about them as well as write about them, as well as make them, as well as find other people who are exploring the deepest possibilities of what comics could be. And it's why ultimately we started Raw and kept making projects together. Both of us also had a great love for what a printed object can be. And it made a very different kind of presentation than was existing in the underground comics for the most part. On a commencé en 1980 et on a continué jusqu'en 91. Et à l'époque, c'était montrer toutes les possibilités du dessin, du graphisme, de la bande dessinée, des auteurs en Europe, aussi bien qu'aux États-Unis, qu'au Japon, un peu partout dans le monde. On avait publié Jacques Tardy, par exemple, c'était sur Manhattan, c'était la mystique du New York, de Taxi Driver. On avait publié Suko, qui était une artiste qui faisait des peintures. Et le contenu, le sujet auquel elle s'attelait à l'époque, c'était l'Afrique du Sud. Il y avait encore l'apartheid.
c'était ce qui se passait dans les abattoirs, c'était Malcolm X. Et il y avait des artistes qui, comme le dit Art, avaient simplement un désir de créer des histoires et de faire évoluer des narratifs qui n'avaient pas un contenu aussi clairement politique. Ceci dit, Jos Svart, que nous avions publié dans Raw, qui faisait des très belles images. J'ai fait appel à lui à un moment où il y avait la bourse qui se cassait la figure aux États-Unis et il nous a publié une couverture du New Yorker à la dernière minute qui était très rigolote, qui faisait rire, qui amusait, mais qui aussi reflétait ce qui se passait avec les hauts et les bas de la bourse. Art Spiegelman et Françoise Mouly, ils visitaient Amsterdam. Ils faisaient un tour en Europe pour rencontrer des dessinateurs de bande dessinée pour présenter dans leur future revue Raw Magazine à New York. Il m'a téléphoné et demandé est-ce que c'est possible de nous voir à Amsterdam quelque part. Et quand j'arrivais, sur la table, Art a mis 2 pots d'encre pour donner un toast à la future de la bande dessinée. Pour moi, important, c'était dessiner la couverture de Raw numéro 2. Donc j'ai fait un très très grand dessin, un dessin dans lequel je montre comment on fait une bande dessinée. C'était faux, c'était humoristique. Après des années, Chris Ware, le dessinateur américain, me dit c'était ce dessin qui m'a inspiré beaucoup. Donc, quoi mieux? Back in the day when we started Raw, underground comics had a lot of energy. I was out in San Francisco in the very late 60s, the early 70s. It opened up a territory of a kind of comics that were not born of commerce to help sell a newspaper or to sell things to children, dealing sometimes with politics, often with sex, often with drugs, often with things that were intentionally shocking. But at least adults talking to adults, and it was something new. And it began to run out of steam. By the mid-1970s, it was no longer with the same energy. There were a few impressive, highly electric years. So I would say one of the acts of resistance was to make an international magazine to show the commonality of certain artists from France, from Spain, from Belgium, from England, from Japan, from Italy, all of them working in a new area. So this was a kind of act of resistance just like that. À l'époque, le chef de file de l'underground qui était Robert Crumb, son point de vue c'est « Oh mais vous êtes des prétentieux » et ce qui est bien dans les comics c'est justement que c'est un art populaire, il faut garder le côté vulgaire de la chose. But the wrestling match in culture between the vulgar and the more sophisticated and genteel is where the energy is. It's between the two poles that things get electric and new things can happen. It's not good to lose either one of them. Maybe we succeeded too well with Raw Magazine. It's a little bit like what we were talking about in 1975 to 1980 was a folie à deux, and now it seems as if we've entered a Philip K. Dick world where everything we said was true has become true. So every publisher wants comics now. It's comics being presented with a nice quality of production. It's a standard thing now. And so it's necessary to tug against it. We need more vulgar and dangerous comics as well as more sophisticated ones for the field to be vital and for the culture in general to be vital. When I was invited into the New Yorker at the end of 1992, beginning of 1993, the magazine had become quite sleepy. The new editor who was coming in to revolutionize the magazine, a woman named Tina Brown, had no more interest or respect in the New Yorker than I did, so she was very useful for rejuvenating the magazine for its time. I was asked not just to make articles or images inside, but also to come up with covers. And so the first cover I did, called Valentine's Day Kiss, which was a black woman and a Hasidic Jew kissing, because it was in the aftermath of a big race riot in Crown Heights in Brooklyn. And the idea that these two sides that were really murderously attacking each other in this sad events in Brooklyn could come together and have a kiss.
I didn't realize how much of a disturbance it would make in the world of the New Yorker. It created more problems than anything that the New Yorker could have imagined in terms of the anger of the response. Tina loved this commotion and wanted more. And the result ultimately was entering something new into the DNA of the magazine, so that now in the contemporary magazine that Françoise is the art editor of these covers, very regularly goes into the commotion of the politics and social life of what is going on around it. And it was a big change for the magazine. Quand Trump a été élu, ma réaction, c'était d'abord d'être bouleversée et tellement étonnée que je ne savais plus quoi penser. Comme la plupart des gens d'ailleurs dans les médias à New York, on ne s'attendait absolument pas à ça. Comment répondre par une image, par exemple, à ce sentiment de la réalité qui se dérobe sous nos pieds. J'ai reçu un sketch d'un artiste qui s'appelle Bob Stack. Et c'était simplement le dessin d'un mur de briques. Et c'est ça qu'on a publié en couverture. Le patron David Remnick, qui dirige le magazine, avait fait un discours intitulé « Une tragédie américaine ». Mais avec ce dessin, il y avait ce sentiment de c'est un tournant, il faut marquer le coup, qui peut être plus une réaction du cœur, un cri du cœur, que ce que quelqu'un va écrire qui doit être plus posé, disons. I made one drawing right away. How do you resist when you are flattened? And this to me felt like the most sincere and full response I could make when my wife and daughter decided to make Resist as a magazine. I knew I had to do something in more detail, but it was difficult because all I could think of is this man is a large shit. La création de Résiste, c'était un cri du cœur, c'était une réaction viscérale à l'élection de Trump. Et heureusement pour moi, j'ai été en contact avec ma fille Nadja, avec laquelle j'avais déjà travaillé. Donc on m'a proposé de faire un exemplaire de ce journal qui soit distribué gratuitement au moment de la marche à Washington qui rassemblait toutes les femmes dans un format papier journal donné dans la rue. Alors moi qui ai grandi avec Harakiri Hebdo, Charlie Hebdo, etc., ça m'a plu tout de suite. Ça a été imprimé en une journée. J'y étais le matin à 8h, à 4h de l'après-midi, on en avait 60 000 exemplaires. Et j'ai beaucoup aimé l'idée de proposer à n'importe quel dessinateur de faire des dessins. Et on a reçu 2000 réponses tout de suite. C'était des dessinatrices, mais c'était aussi des grands-mères, des enfants, des libraires, des gens qui ne savaient pas dessiner, qui avaient des idées, des gribouillis. Enfin, il y avait une diversité de voix qui était on ne peut plus excitante. C'était des femmes qui faisaient entendre leur voix. Et comme l'a dit très bien ma fille, quand on demande à une femme seule de parler, de s'exprimer, elle se sent obligée d'avoir à parler pour toutes les femmes. Mais quand elle est dans un contexte où il y a beaucoup d'autres femmes qui parlent, elle peut parler pour elle-même. When I first heard about the Women's March, I was a little annoyed, saying it's such an important moment and it's only for women to go and march. And then my daughter comes back to me and says, I looked up on the website frequently asked questions, and one of the questions is, can men come? And the answer was, yes, if they know how to take orders from women. So I had much practice taking orders from my daughter and from my wife, so I knew I was welcome at the march, and at that point I certainly wanted to participate if I felt strong or weakened by the tragic news of this presidency. So of course I wanted to be there for that. One of the interesting things about Resist that made it seem so much of the moment was the diversity of voices, because we had many diverse voices when we made Raw together, but the criteria was very different. It's which artists are most able to make something really unique and new in comics, and are maybe the strongest voices from each country that we could find. And it's a different criteria than trying to gather the chorus
of voices with many different individual voices inside it, not dependent primarily on the absolute graphic or verbal sophistication, but on the urgency and needs of the moment. It makes Resist very much a magazine of its time and of its moment. For me, the problem is to make an image that will stay in your head. Comics, I think, are very good for this because comics function the way the brain functions, which is to say, we think in simple, iconic images, almost like emoticons. You recognize a "Have a nice day" face as a baby, even before you can recognize the smile of your mother. So it goes to something very deep inside the brain. Language, we don't think in long paragraphs like I am unfortunately talking to you now, rather than in the soundbite of 15 words or less, like a tweet. But this combination of short bursts of language and image have the possibility of staying with you for a long time. And those images, whether they are overtly political or not, are the project that you engage in if you're making cartoons or comics. And I think that in some ways, people I know who are making images not overtly about politics, but are just making images, are actually the real resistance right now, because one can say that a civilization and a culture lives in perpetuity from its cultural accomplishments, its art. We know the plays of the Greeks, the statues of the Greeks and Romans, more than most of us know the politics of ancient Greece and Rome, for example. So people who are engaged in making this kind of long-lasting image, whether it be in prose or in visuals, are making the real acts of resistance to a culture in decline, because whatever they make is somehow also a reflection of the time. Ouais, bah c'était intéressant, c'était pas non plus. Moi, j'aurais plus vu une émission sur Maus, plus je m'étais fait un masque. Bon allez Thibaut, là il faut qu'on enchaîne là. Ah, mais ça va, c'est bon, on n'est pas à l'usine non plus. Je sais bien où tu vas en venir, de toute façon. Allez, vas-y, fais ton truc. Eh quel poulet, bon débarras.